Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI. On développe ensemble le titre de cette édition. C'est le premier déplacement de Timoko Melie-Kone Tafire depuis sa nomination par le chef de l'État. Le vice-président de la République est allé rencontrer sa famille pour solliciter des prières afin de réussir sa mission auprès du président de la République. De son côté, le chef du gouvernement a présidé vendredi la clôture de la COP15, un rendez-vous important au cours duquel l'initiative d'Abidjan a été partagée avec le monde entier. Patrick Kachi a renouvelé les engagements de notre pays à lutter efficacement contre le réchauffement climatique et la sécheresse. Fort de 50 hommes, soit 9 officiers et 39 sous-officiers et 3 militaires du rang, le premier contingent médical ivoirien est depuis vendredi en terre bissau-guinéenne. Il s'agit pour la Côte d'Ivoire d'apporter son appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau, un contingent médical ivoirien qui rejoint ceux fournis par le Ghana, le Nigeria et le Sénégal. Voilà pour les titres et merci de regarder RTI 1. Le vice-président de la République est à Tafire. Timoko Melie-Kone est allé rendre visite à ses parents. Dans sa ville natale, il va aussi recueillir des bénédictions pour la réussite de sa mission auprès du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On regarde le film de sa visite avec Charles Tatou. Tafire, localité du département de Niakara, en effervescence, vendredi après-midi, et pour cause, les populations des sous-préfectures composant le département, mobilisées avec joie, marquaient un accueil chaleureux à un des leurs récemment nommé par le président de la République au poste de vice-président de la République. Une mobilisation à travers laquelle ces populations ont voulu exprimer leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour cette marque de confiance à leur département et surtout au cadre de Tafire. Nous avons choisi donc cette occasion pour célébrer et magnifier notre reconnaissance à un homme de grande dimension qui est le président Alassane Ouattara. Et nous ne pouvions pas rester dans les domiciles. Vous voyez vous-même cette grande mobilisation afin de dire Batoumona au président Alassane Ouattara. Notre cher président, son excellence Alassane Ouattara, nous lui disons vraiment Batoumna, Batoumna qui veut dire merci, merci infiniment monsieur le président. Malgré le soleil ardent, de 14h à 17h, ces populations ont tenu jusqu'à l'arrivée du cortège du vice-président. Cette visite, retour au bercail, vient pour permettre au vice-président Timoko Melie-Kone de se ressourcer afin de puiser les bénédictions de ses parents pour la réussite de sa mission auprès du chef de l'État Alassane Ouattara. On ouvre maintenant le journal de la COP15. La 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification a refermé ses portes vendredi. 2 semaines durant, des milliers d'experts se sont réunis à Abidjan. Ensemble, ils ont mené la réflexion pour apporter des solutions idoines à la lutte contre la sécheresse. Environ 1500 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour l'initiative d'Abidjan. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Accélérer la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030, renforcer la résilience face à la sécheresse, mais surtout améliorer l'implication des femmes dans la gestion des terres. Voici quelques recommandations de la COP15 qui referme ses portes ce vendredi à Abidjan. Élément clé de cette COP15, l'initiative d'Abidjan dénommée Abidjan Legacy Programme qui permet d'apporter des réponses efficaces aux dégradations des sols. Un programme qui récolte au terme de cette rencontre près de 1500 milliards de francs CFA. Nos engagements communs sont bien connus. Il faut permettre aux forêts de préserver leur extraordinaire diversité et de délivrer tout le potentiel de leur service écosystémique unique. Il faut permettre aux milieux cultivés de mettre en œuvre une production agricole durable bien mieux insérée dans les chaînes des valeurs mondiales. Il faut enfin permettre à ces zones forestières et agricoles, ainsi préservées et exploitées durablement, de jouer pleinement leur rôle social et économique inclusif.
Pour la Côte d'Ivoire, la réussite de cet événement est un nouveau challenge relevé. Le pari et la réussite de l'organisation par la Côte d'Ivoire de la COP 15 constituent en réalité un double symbole d'avenir. Il est d'abord celui de la renaissance de notre nation, après une décennie d'efforts inouïs menés sous le leadership de son Excellence le Président de la République et grâce à la mobilisation extraordinaire de tout un peuple. Le second symbole d'avenir, c'est celui qui incarne très concrètement cette COP 15 pour notre nation. Elle est en effet le prolongement d'un engagement constant de notre pays depuis une décennie pour comprendre les enjeux de notre écosystème et rechercher des solutions efficaces et durables pour lutter contre la dégradation de nos sols et celle de notre couvert forestier. Notons que le ministre Alain Donwayi, élu président de la COP 15, conduira l'initiative d'Abidjan sur une période de 2 ans. Il devra mettre les bouchées d'eau pour accélérer la lutte contre la désertification. La COP15 a donc définitivement refermé ses portes à Abidjan après la réflexion. Place à présent à l'action. À l'issue des travaux, notre reporter Franck Quadio a tendu son micro à certains participants qui dressent une sorte de bilan. Reportage. La COP sur la lutte contre la désertification et la sécheresse a lieu tous les 2 ans. Elle est la plus grande rencontre organisée par les Nations Unies dans le domaine de la gestion durable des zones arides et de la protection de l'environnement. La 15e édition a eu lieu du 9 au 20 mai à Abidjan avec 197 pays présents et près de 7000 participants. La COP 15 qui s'est tenue à Abidjan semble, en tout cas des dires des participants, un franc succès. Mais le gouvernement ivoirien, grâce à son Excellence le Président de la République, a présenté au sommet des chefs d'État l'initiative d'Abidjan qui est un programme Abidjan Legacy, héritage, qui va servir de programme pilote qui adresse des questions importantes pour la Côte d'Ivoire, mais pour le monde. L'initiative d'Abidjan est un vaste programme qui prend en compte plusieurs secteurs. Dans ce Legacy programme, il y a 4 composantes qui adressent toutes les questions relatives donc à la dégradation des terres, à l'environnement, aux cultures, à l'agriculture. Aucun projet ne peut se faire en dehors donc, du programme national de développement qui a été édité donc, par la Côte d'Ivoire. Et il y a une boussole qui est tenue et qui est suivie par le gouvernement ivoirien en termes de programmes prioritaires. Et donc, ça va rentrer donc, dans ce moule. Nous allons booster pour que les bailleurs donc, puissent apporter leurs contributions qu'ils ont annoncées. La réussite de tous ces projets passe par l'implication de tous. C'est pourquoi le ministre de l'Environnement et du Développement durable invite les différentes parties prenantes à s'y engager. Autre chose à présent, la ministre du Plan et du Développement est à Paris, dans la capitale française Nialé Kaba, à rencontrer des partenaires financiers. Il s'agit de décideurs membres du Conseil français des investisseurs en Afrique, des responsables de l'Agence française de développement et du Mouvement des entreprises de France, des partenaires financiers qui confirment leur participation active au groupe consultatif pour le financement du PND 2021-2025 qui se tiendra à Abidjan, Lansine Bakayoko. Au Conseil français des investisseurs en Afrique, SIAN, à l'Agence française de développement AFD, tout comme au siège du Mouvement des entreprises de France, MEDEF, Nialé Kaba a plaidé pour une mobilisation accrue des bailleurs de fonds dans la recherche des ressources nécessaires au financement du PND 2021-2025. Ces 59 000 milliards, nous attendons un financement à hauteur de 26% du secteur privé. Mais dire que sur les 26% du secteur privé, nous avons déjà quelques financements qui sont engagés et nous cherchons 15 milliards d'euros. Donc nous sommes venus solliciter leur accompagnement, aussi bien leur accompagnement en termes d'investissement, mais également en termes de mobilisation, parce que comme vous le savez, la France a toujours été un partenaire stratégique pour la Côte d'Ivoire et nous l'espérons inversement. Tous ces partenaires au développement sont attendus à la réunion du groupe consultatif prévue le 15 juin prochain à Abidjan. Les financiers français ont exprimé au ministre du Plan et du Développement la confiance placée dans les réformes entreprises par le gouvernement. La Côte d'Ivoire, c'est un pays majeur. C'est un pays qui est important en tant que tel, mais qui est également important pour les effets d'entraînement qu'il peut avoir dans la sous-région au bénéfice des pays limitrophes. Le réseau a surtout assuré de l'engagement des investisseurs à profiter des énormes opportunités offertes par la dynamique de croissance
et l'ambition de transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Dans un élan de fraternité et de solidarité africaine, la Côte d'Ivoire se tient aux côtés de la Guinée-Bissau. Je vous le disais en titre, les premiers soldats ivoiriens sont depuis vendredi sur le territoire bissau-guinéen. Il s'agit d'un soutien médical qui vise à restaurer la paix et la stabilité dans ce pays frère et ami. À Boussanogo, Zakaria Traoré. C'est à 7h12 que les 50 personnels militaires, dont une femme, ont pris place à bord de cet avion militaire. Et il constitue le détachement médical qui sera déployé en terre bissau-guinéenne dans le cadre de la mission d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau. Après 3h40 de vol, les premiers soldats du détachement ivoirien foulent le sol bissau-guinéen. Ces spécialistes de la santé viennent soutenir les populations locales en matière de santé et restaurer la stabilité et la paix dans ce pays auprès des contingents fournis par le Ghana, le Nigeria et le Sénégal. Le personnel de l'hôpital militaire de niveau 2 de la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau a pris ses quartiers sur une emprise de l'hôpital de Bissau. Ici, les forces armées de Côte d'Ivoire fourniront le soutien médical en toutes ses composantes. Elles sont en autonomie et disposent donc d'équipements essentiels dans la conduite des opérations. À tous les Ivoiriens, je voudrais dire que leur armée est déployée un peu partout, notamment en Guinée-Bissau où nous sommes, et participe vraiment aux activités de maintien de la paix, de soutien aux opérations de paix. Et cela participe au rayonnement vraiment de cette armée. Quand on me demande, vous venez de quel pays? Je dis Côte d'Ivoire, tout le monde est émerveillé. Ah, il y a des Ivoiriens ici. C'est vraiment de bon augure. Et je peux dire qu'en fait, un pays et une armée surtout, pour rayonner, il faut sortir, faire valoir son expertise à l'extérieur. C'est important. Dans le cadre de leur mandat, les personnels de l'hôpital militaire de niveau 2 de la mission de la CEDEAO auront à appuyer les forces de défense et de sécurité pour la stabilisation de la République de Guinée-Bissau, à soutenir les efforts des forces de défense et de sécurité pour la sécurité du président de la République, des autorités indiquées par lui et des citoyens de la République de Guinée-Bissau, et à protéger les civils et améliorer les conditions de sécurité conformément au droit international humanitaire. On regarde maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 21 mai. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 21 mai 13 nouveaux cas de Covid-19 sur 899 échantillons prélevés, soit 1,4% de cas positifs, 8 guéris et 0 décès. À la date du 21 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 82 057 cas confirmés, dont 81 221 personnes guéries, 799 décès et 37 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 514 691. Le 20 mai 2022, 12 990 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 742 265 doses du 1er mars 2021 au 20 mai 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Santé toujours, le ministre de la Santé qui justement est à Genève. Pierre Dimba participe à la 75e Assemblée mondiale de la santé. Il a été reçu par le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'institution. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'OMS. Le commentaire d'Alexis Ouedraogo. L'Assemblée mondiale de la santé, c'est l'organe de décision suprême de l'OMS. Elle se réunit à Genève au mois de mai chaque année en présence des ministres de la Santé des États membres. Depuis ce jeudi, Pierre Dimba est à Genève. Il a été reçu par le responsable de l'institution. J'en ai profité pour souligner l'excellente relation qui existe fort heureusement entre cette institution et notre pays, qui nous a permis non seulement de concevoir un plan de riposte contre la Covid, mais de bénéficier des vaccins grâce à l'initiative COVAX qui a été mise en place. Et j'ai profité également pour lui passer l'invitation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à visiter officiellement la Côte d'Ivoire. Et l'occasion rêvée, c'est donc de participer
aussi au forum qui aura lieu donc en juin prochain. Nous avons profité de sa présence ici pour discuter des sujets bilatéraux, notamment la mise en œuvre de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire et l'engagement du gouvernement à investir massivement dans les infrastructures sanitaires. J'ai été très heureux de l'entendre car ce sont aussi des priorités pour l'OMS. J'ai donc tenu à leur assurer que nous soutiendrons la Côte d'Ivoire autant que nous le pourrons à la réalisation de ces objectifs. J'ai été aussi invité à visiter la Côte d'Ivoire par le chef de l'État. Je l'accepte et j'entends visiter le pays très bientôt. La principale fonction de l'Assemblée mondiale de la santé reste de définir la politique de l'organisation. Les stratégies visant à relever les grands défis sanitaires sont définies lors de cette réunion prévue du 22 au 28 mai prochain. De Genève, on se retrouve à Yopougon où la population du sous-quartier de Ouassakara exprime leur gratitude au maire de la commune. Elle salue les actions de développement engagées par Gilbert Koné Kafana. C'est le suppléant du maire qui les a rencontrés. Issoufou Koulibaly les a rassurés davantage de l'engagement du maire pour le bien-être de la population. Frédéric Oulaï à Boussanogo. Ouassakara, ce sous-quartier de la commune de Yopougon, vit une ambiance particulière. Un accueil est réservé au maire adjoint Issoufou Koulibaly. Bitumage de voies, construction d'infrastructures modernes, quelques réalisations à mettre au crédit du conseil municipal de Yopougon et les populations reconnaissantes célèbrent ces initiatives. M. Issoufou Koulibaly, depuis qu'il est auprès du maire Kafana, a toujours été aux côtés de la jeunesse, aux côtés des mamans, aux côtés des enfants de Yopougon, et particulièrement de Ouassakara. Le premier adjoint au maire de la commune, Issoufou Koulibaly, s'est réjoui de la mobilisation du jour, mais aussi de l'intérêt que porte la jeunesse de Ouassakara au progrès de la commune. Il appelle donc les populations à la cohésion et à la solidarité autour du président de la République. Et nous sommes dans la droite ligne de la Côte d'Ivoire solidaire, comme l'indique le programme du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Partout, il faut que les Ivoiriens sentent le développement. Il faut que les Ivoiriens sentent que le social monte en puissance. Et nous sommes aujourd'hui avec les femmes et les jeunes de Ouassakara grâce au projet d'autonomisation que le ministre d'État Gilbert Koné Kafana a mis en place. Cette rencontre a aussi été l'occasion d'installer le président du comité de soutien aux actions de la municipalité. Issoufou Koulibaly a réaffirmé son ambition de soutenir la jeunesse et les femmes dans la quête de leur mieux-être. Le reportage de Frédéric Oulaï était plutôt commenté par Franck Kouadi. Au développement toujours, le district autonome du Bassa-Sandra a procédé au lancement des études stratégiques de développement. Il a aussi présenté des projets à court et moyen terme. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part tout le corps préfectoral et la population du district du Bassa-Sandra, dont le nouveau siège a été inauguré à l'occasion. Sam Konan. Hôtel du district autonome du Bassa-Sandra. Les études stratégiques de développement lancées en présence du corps préfectoral, des élus et cadres, des chefs traditionnels et des populations. Il y a des études stratégiques qui sont totalement dans le décret. C'est-à-dire le plan stratégique de développement, le schéma directeur, les atouts et potentialités. Il y a les livres blancs, il y a l'étude monographique et économique du district. En dehors de ces études qui sont totalement statutaires, il y a des études que nous appelons des études de faisabilité. Des projets de développement du district autonome du Bassa-Sandra ont été également présentés à la population. La construction du port de pêche et de plaisance de Sassandra, le débarcadère de Grand Bérébi, le débarcadère de Fresco, la construction des usines de transformation des produits de pêche. Il y a des usines de transformation agricole. Nous avons pensé aussi aux routes. Je veux parler par exemple d'une voie routière, celle qui part de Fresco à Divo. Nous avons d'autres voies routières ici au niveau de San Pedro et à Soubré. Le nouveau siège du district autonome du Bassa-Sandra a été inauguré à cette occasion. Et c'est le doyen des chefs des villages, Mané Bertin, qui a procédé à la coupure symbolique du ruban. L'hôtel du district autonome du Bassa-Sandra compte 17 bureaux.
L'association de loterie d'Afrique est à Marrakech, au Maroc. Elle prend part au Grand Prix d'Afrique de la prestigieuse course de chevaux. L'événement, qui s'est toujours déroulé en France, se tient pour la première fois sur le sol africain. Une occasion pour les loteries africaines de tenter de se réinventer face aux nouveaux défis. Hamza Diaby, notre envoyé spécial à Marrakech. Après une dizaine d'années de présence sur le sol français et une édition manquée du fait de la pandémie de Covid, le Grand Prix d'Afrique des courses de chevaux se tient pour la première fois en terre africaine et c'est l'hippodrome de Marrakech au Maroc qui accueille l'événement. Le Grand Prix d'Afrique est un événement, une course ou un ensemble de courses dont l'une d'elles est le Grand Prix d'Afrique, des courses de qualité et que nous partageons ensemble et sur lesquelles, comme j'ai dit tout à l'heure, nos clients vont pouvoir parier. Au menu de cet événement hippique de premier plan, un riche programme d'animation dédié au grand public et des courses à proprement parler dans une demi-douzaine de catégories. Une journée de course précédée d'une autre consacrée à un séminaire, une rencontre de travail réunissant des délégations des loteries africaines, dont bien sûr la LONASI, l'une des loteries leaders sur le continent. Nous avions un peu d'inquiétude par rapport à l'engouement, mais tout le monde est présent. Tous les DG se sont fait représenter ou sont là eux-mêmes. Et tous nos partenaires aussi ont réagi très bien. Donc c'est le lieu ici de profiter pour saluer ces partenaires-là. 12 pays membres de l'ALA et la dizaine de représentants européens ont échangé spécialement sur la thématique de la digitalisation. Ce nouveau challenge auquel ils doivent désormais impérativement faire face, mais dans lequel la Côte d'Ivoire a déjà une bonne longueur d'avance. Au niveau de la LONASI, les produits ont été digitalisés depuis le mois de mai 2021. Et donc on pourrait dire que l'innovation fait partie de notre politique et ça se passe très bien. La digitalisation aujourd'hui représente 1%, 1,2, 1,3% de contribution sur le chiffre d'affaires de la LONASI. La pandémie nous a fait prendre conscience qu'il fallait un autre relais de croissance. Et ce relais de croissance, je pense que c'est bien la digitalisation. Il ne faut pas que les loteries hésitent à aller vers la digitalisation. L'ALA, avec ses 41 ans d'existence, a pour mission d'unir les sociétés de jeux de hasard en Afrique. Elle s'engage surtout à développer et à maintenir un environnement transparent qui consolide la confiance du public dans les jeux. Depuis octobre 2020, la présidence de l'instance est assurée par le directeur général de la LONASI, Dramane Coulibaly, auréolé de son super Grand Prix Diamant des managers africains 2021, de son prix spécial du meilleur manager des sociétés de loterie et de paris 2021 et de son prix 2020 de meilleur manager d'entreprise publique en Côte d'Ivoire. On quitte l'hippodrome de Marrakech pour se rendre maintenant sur les routes ivoiriennes avec le nouveau dispositif réglementaire de la surcharge qui a été présenté aux transporteurs et aux conducteurs. La mesure qui va rentrer en vigueur le 1er juin prochain instaure dorénavant la tolérance de la surcharge à 15%. La nouvelle loi a pour objectif de préserver l'ensemble du réseau routier de la zone UEMOA. Frédéric Oulaï, Godefroy Kambawa. Les surcharges constituent le plus souvent les facteurs de dégradation du réseau routier dans l'espace UEMOA. Conformément aux objectifs de préservation de son réseau routier, l'Union économique monétaire ouest-africaine recommande désormais la tolérance de la surcharge des camions à 15%. Face aux transporteurs et conducteurs routiers, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier apporte des précisions sur ce nouveau dispositif réglementaire. La route est le bureau principal du transporteur et du conducteur. Il revient donc à ces opérateurs de mettre tout en œuvre pour préserver ce réseau routier en respectant les dispositions du règlement 14 du l'UEMOA qui impose donc à tout opérateur du transport, notamment le transport de marchandises, qu'à partir du 1er juin, le seuil de 15% de la tolérance est donc permise. Et rien d'autre. En clair, si vous avez un véhicule de 20 tonnes, vous ne pouvez que charger 21 tonnes 500. Il s'agit pour ces véhicules de poids lourds de transporter des marchandises dont la quantité est estimée au poids du véhicule. Laquelle décision, conducteurs, transporteurs et consommateurs s'accordent à respecter. Une route qui est dégradée
vous pouvez prendre 4 heures, 5 heures du temps, mais une route bien faite, peut-être qu'en 1 heure du temps, vous pouvez arriver à destination et c'est sûr qu'il ne peut pas avoir de rupture des produits de grande consommation sur le marché. Nous, les conducteurs routiers, nous avons l'obligation d'accompagner les gouvernants, les gouvernements dans l'effort de réhabilitation de nos routes, ne serait-ce en les entretenant. Outre conserver le bon état du réseau routier, cette mesure va permettre de réduire les accidents de la circulation occasionnés par ces camions. On parle maintenant de musique avec cette remise de prix d'excellence aux meilleures personnalités chrétiennes et celle de la société civile, un prix initié par le groupe Emmanuel Presse et qui vise à promouvoir un idéal, celui du travail bien fait. Les lauréats ont été encouragés à plus d'ardeur. Maïsako. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes ce soir au Chandelier d'Or, 24e édition. 10 lauréats pour la soirée de célébration de l'excellence et du mérite du travail des meilleurs acteurs socio-culturels du développement de Côte d'Ivoire. La salle Kodjo et bouclée du Palais de la Culture de Treichville a fait le plein pour accueillir les récipiendaires du Chandelier d'Or 2022, 24e édition, comportant plus de femmes que d'hommes, d'où le thème « Femmes de Côte d'Ivoire, joue ton rôle pour la paix de ta nation ». Nos cœurs sont remplis de gratitude. Tous ceux et toutes celles qui, dans l'ombre, ont travaillé et continuent de le faire pour que cet événement connaisse un succès éclatant, nous vous disons merci. Nous vous recommandons à la bonté infinie du Dieu qui sait récompenser au-delà de toute espérance et de tout désir. J'aimerais remercier toute l'Assemblée et remercier le frère Diké. Que Dieu le bénisse. Il bénisse son entreprise, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il y ait la paix dans ce pays. Dans une ambiance festive, 3 servantes de Dieu, 2 apôtres, un humanitaire, 3 chantres et la personnalité de l'année, le directeur de l'administration pénitentiaire de Côte d'Ivoire, ont reçu leur prix. Je voudrais savoir infiniment gré au groupe Emmanuel Presse d'avoir porté son choix sur ma modeste personne en étendant vos tentacules au-delà des personnes du domaine religieux pour récompenser des personnes de la société civile. Je peux vous dire, sans risque de me tromper, que vous avez sémé la graine d'un arbre de vie qui poussera, qui grandira, qui grandira. Le directeur du groupe Emmanuel Presse et président du Chandelier d'Or, reconnaissant aux lauréats, promet la prochaine édition à l'international. Chers frères, chers parents, j'ai le plaisir de vous dire que l'œuvre que vous avez commencée et que vous êtes en train d'accomplir pour le Seigneur n'est pas fortuite. C'est Dieu qui vous a mandaté. Et si la société ivoirienne se porte bien, c'est grâce en premier lieu par vous. Cette 24e édition du Chandelier d'Or, qui a fait la part belle à la femme, a bénéficié du soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que de la Direction générale des cultes. Musique toujours avec la 3e édition de la nuit artistique de la solidarité qui s'est tenue le week-end dernier à Bondoukou. Les pionniers de la musique du Zanzan ont été primés et honorés. Plusieurs artisans de divers secteurs d'activité ont aussi reçu du matériel. Herman Yamia. La grande nuit artistique et de solidarité du Gondougou. Comme chaque année, l'événement a mobilisé encore des milliers de personnes à la place publique de Bondoukou. Initiée par la jeunesse consciente de Bondoukou, cette cérémonie vise à promouvoir les talents locaux afin de leur donner beaucoup plus de visibilité dans leur volonté de promouvoir la musique du Zanzan. Je suis beaucoup attaché à nos coutumes, donc je les encourage à continuer à essayer de sensibiliser la population à travers les différentes chansons qu'ils font. Pour cette 3e édition, les pionniers de la musique du Gontougo et du Bunkani qui ont réussi à promouvoir les rythmes du Zanzan à l'échelle nationale et internationale, notamment Gim Kamsom, Awakouman et bien d'autres célébrités, ont reçu des diplômes d'honneur et de reconnaissance. C'est la première fois qu'on reçoit ce carton en guise de gratitude pour dire que nous avons beaucoup fait pour la région du Gontougo. C'est une fierté pour moi, un sentiment de joie. Monsieur Azumana, déjà, il faut dire qu'il fait beaucoup pour nous. Ça nous permet aussi, nous les artistes du Gontougo, de se faire connaître et de s'exprimer tout simplement. Au cours de cette cérémonie,
La jeunesse consciente de Bondoukou a fait don de matériel de travail aux artisans de plusieurs secteurs d'activité ainsi qu'aux associations et groupements de jeunesse et de femmes. Entre autres, la couture, la coiffure, la mécanique, la ferronnerie et la maçonnerie. Tous ceux qui œuvrent au niveau de Bondoukou pour l'avancée de Bondoukou, il faut les encourager. Tout ça, c'est une manière d'encourager la population, d'encourager nos parents à se mettre au travail, à continuer, à dire qu'il y a de l'espoir et que tout est possible. Le président de la jeunesse consciente de Bondoukou souligne que ces actions seront toujours menées afin d'apporter un mieux-être aux populations du Gontougo et du Bunkani. Et on termine ce journal au Burkina Faso où le mouvement du peuple pour le progrès demande la libération immédiate et sans condition de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Son parti l'a annoncé dans un communiqué. Et même s'il a pu regagner son domicile début avril, l'ancien président reste soumis, selon son parti, à des conditions très strictes. Ce journal est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite également une agréable soirée sur RTI 1. Bonsoir et à demain.